Aujourd'hui, ce sont des milliardaires qui sont à la tête de toutes les richesses à l'échelle de la planète. C'est pas la fin du monde qui est à l'ordre du jour. Je pense que c'est la fin du capitalisme, enfin qui devrait être à l'ordre du jour. Le GIEC a été donc fondé par ces milliardaires. Ces chercheurs n'ont pas d'autre choix que de travailler sur la perspective de la poursuite du capitalisme. Pour eux, le conflit d'intérêts n'existe pas. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est la synthèse des intérêts, de leurs intérêts à eux. Ils poursuivent et ils anticipent la catastrophe à venir en se protégeant à l'avance dans des endroits sécurisés. Ce sont des familles qui s'accaparent l- tous les pouvoirs jusqu'à l'État lui-même. Hein, aujourd'hui, on a un État au service des riches. Avec Total Énergie, si tu veux, on comprend que la corruption, elle est consubstantielle à la classe elle-même. Quelquefois, c'est vrai honnêtement, on sent les larmes qui montent aux yeux parce qu'on se dit, c'est quand même pas possible. Et tout ça pour de l'argent. Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, on ne te présente plus, mais je vais quand même le faire. Tu es sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et spécialiste des grandes fortunes françaises. Tes ouvrages, coécrits avec Michel Pinson sur l'oligarchie, sont des best-sellers. Ils ont beaucoup contribué à éveiller notre société sur la sécession des ultra-riches. Et tu reviens cette année avec un nouveau livre, Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Dans ton dernier passage sur Élucide, au moment de la question de fin, tu amorçais la trame de ce nouveau livre en nous expliquant qu'on ferait bien mieux de parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. Alors pourquoi ce terme te paraît plus juste? Ouais, c'est-à-dire qu'il nomme l'exacte réalité des causes du dérèglement climatique. Et encore, le mot dérèglement climatique est doux, c'est plutôt un chaos climatique, hein, c'est encore plus grave. Et donc, c'est très important de ne pas, pour bien manifester sa colère, il ne faut pas se tromper de vocabulaire. Et c'est très important d'employer le terme de capitalocène qui désigne, par, sa son la façon dont on l'entend à soi seul, qui désigne le système capitaliste et donc les capitalistes. Et les capitalistes, ce sont massivement des descendants de dynasties familiales, bourgeoises ou aristocrates qui s'accaparent les titres de propriété, des moyens de production et d'échange, des usines, des terres, de toutes sortes de choses. Autrefois, c'était bien calé, il y avait encore des biens communs qui n'étaient pas soumis à la prédation capitaliste, tandis qu'aujourd'hui, si tu veux, les titres de propriété se sont généralisés à tous les secteurs de l'activité économique et sociale, et donc y compris à la santé, l'enseignement, l'information. Les journaux appartiennent massivement à des milliardaires aujourd'hui en France. Et donc, tout est fait. C'est quelque chose qui est très important dans le travail que j'ai fait sur ce problème du chaos climatique. C'est que précisément, les chiens de garde de l'idéologie dominante, les nouveaux chiens de garde, parce que les chiens de garde, c'est de Paul Nizan et c'est les philosophes, c'est Serge Halimi, les nouveaux chiens de garde, relayent des informations qui ne sont jamais mises en relation les unes avec les autres. De telle sorte qu'on nous présente la réalité de ce dérèglement climatique de manière cloisonnée, les inondations, ensuite on nous parlera des canicules, on nous parlera de la montée des températures des océans, de leur acidification, on nous parlera de la fonte des glaciers, de la décongélation du pergélisol, on nous parlera de toutes sortes de la perte de la biodiversité, etc. Mais sans jamais mettre en lien les conséquences pour trouver la cause de tout cela.
Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très fort parce que franchement, ça structure les cerveaux, ça bousille la pensée, ça a des effets extrêmement négatifs pour, créer de la peur, de la sidération et du coup de l'impuissance. Et donc, pour moi, c'était très important de mettre tout de suite après l'introduction ce premier petit chapitre, Capitalocène ou Anthropocène. Et donc, comme je viens de vous le dire, mon livre est vraiment centré sur la prédation, un système capitaliste, le système capitaliste, qui est entièrement basé sur la prédation, les prédations sur toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit la nature. Et toutes toutes ces formes humaines et non humaines de prédation sont en train de mettre en péril l'habitabilité de la planète. Qu'est-ce que ça représente la pollution des ultra-riches par rapport à celle de la moyenne des citoyens, pour qu'on se fasse une idée? Alors, donc, à l'échelle de la planète, selon World Inequality, daté de 2023, alors 50% des plus pauvres de la planète émettent 1,6 tonne de CO2 par an et par personne en moyenne et contribuent à 12% des émissions de gaz à effet de serre sur toute la planète, les 50% les plus pauvres. Deuxièmement, je passe aux classes moyennes, qui représentent 40%. 40% des classes moyennes émettent, elles, 6,6 tonnes de CO2 par personne et par an en moyenne et contribuent ainsi à 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc il me reste, si tu sais bien calculer, les 10% les plus riches qui, eux, émettent 31 tonnes en moyenne par personne et par an et participent à 47,6% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on met la loupe un peu plus près, si on met la loupe sur les 770 000 les plus riches de la planète, là, on arrive, tiens-toi bien, à 2 531 tonnes par personne et par an. Mais ils font quoi pour polluer autant? Alors, c'est plein de choses qui s'accumulent. Alors, bien entendu, on pense tout de suite, évidemment, aux jets privés, parce qu'ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre par rapport aux autres modes de transport, et que c'est le moyen privilégié des plus riches de voyager en jet privé. Je montre dans le livre que 4 heures de jet privé, c'est l'équivalent d'1 an d'émissions de gaz à effet de serre pour une personne lambda moyenne. Voilà, un Européen. Un Européen. Un Européen moyen, exactement. Ce sont bien sûr leur mode de vie, hein, avec des châteaux, des yachts, des grosses voitures, des SUV, des niveaux de confort voilà, très importants, des piscines, des golfs, enfin tout ce qui concerne le mode de vie des plus riches. Et puis, bien entendu, c'est aussi les investissements financiers, tout l'argent qu'ils mettent dans la poursuite des extractions des énergies fossiles et aussi l'argent qu'ils mettent dans l'extraction pour les matériaux qui sont nécessaires pour les énergies renouvelables. Voilà, et c'est donc cet ensemble-là qui fait qu'ils sont à la fois très riches, mais qu'ils contribuent énormément au chaos climatique. Et ceci se décline dans chaque pays, les riches et les pauvres, et c'est toujours à peu près les mêmes rapports, et ça se décline entre, évidemment, les pays occidentaux et les pays pauvres, parce qu'évidemment, les 10% les plus riches dont j'ai parlé, c'est massivement des Américains, des Européens, des habitants des pays occidentaux, massivement.
Et tu montres d'ailleurs que le continent africain a des émissions extrêmement basses Oui. par rapport à l'Occident. Oui, et alors c'est quand même paradoxal et pas sympa, si je puis dire. C'est non seulement ils contribuent peu, puisque, bah, ils ont pas accès non plus à des nourritures super, ils ont pas accès à l'électricité, ils vivent dans des conditions, de pauvreté, liées à la colonisation, liées à l'esclavagisme, la colonisation. Aujourd'hui, liées au fait que, ils sont, comment dirais-je? Ils ont des difficultés pour emprunter de l'argent au FMI ou à la Banque mondiale parce que sinon on leur colle des variables d'ajustement et on leur supprime leur culture vivrière, tous les réseaux de solidarité qui leur permettent quand même de survivre dans une forme de partage, de solidarité et d'altérité. Et c'est eux qui subissent évidemment les conséquences, du dérèglement climatique, en priorité. Et pourtant, ces riches qui sont responsables de la destruction de la planète sont les premiers à nous dire qu'il faut faire la transition écologique, qu'il faut faire le capitalisme vert. Mmh. Pourquoi ils se donnent la peine d'avoir ce type de discours plutôt que de simplement nier le problème? Alors, c'est-à-dire que dans un premier temps, je dirais qu'ils auraient pu nier le problème, mais il y a eu, au début des années 70, des milliardaires américains, notamment, je peux citer David Rockefeller et Alton Jones, dont la richesse est liée au pétrole, qui commençaient à être un peu inquiets et qui commençaient à être très inquiets sur les conséquences, des extractions dont ils portaient la responsabilité et qui surtout les enrichissaient. Eh bien, ils se sont dit: «Bon, il faut faire quelque chose». Donc ils ont eu cette idée de mettre leur fondation, avec d'autres milliardaires américains, au service, de plusieurs dizaines de chercheurs, alors là, je ne suis pas capable de dire comment ils les ont choisis parce que je n'ai pas trouvé de source précise à ce sujet. Mais enfin, il y a eu des chercheurs du monde entier qui ont été payés, le contrat était le suivant: vous faites les recherches en toute quiétude et en toute liberté, et quand vous êtes prêts à nous donner le résultat de vos recherches, sans filtre, hein, vraiment, vous serez francs avec nous, vous nous direz l'exacte vérité. Quand ils ont eu les résultats, eh ben, c'était la cata. C'est-à-dire qu'ils se sont dit: «Aïe, aïe, aïe, là, on va vers quelque chose de grave et de dur». Et donc, il faut, et ça c'est une stratégie qui est généralisée dans la classe dominante, c'est-à-dire ils ont toujours un coup d'avance par rapport à nous. Ils sont toujours, en avant, hein, et donc ils ont la capacité d'anticiper les problèmes et du coup, de proposer des solutions ou des pseudo-solutions, de réfléchir, notamment aux manipulations, langagières. Alors, dans un premier temps, ils ont créé le GIEC. Donc là, je peux développer sur le GIEC parce que c'est quelque chose qui est important parce que le GIEC nous donne, à travers des rapports réguliers, des nouvelles qui sont toujours, extrêmement alarmantes. Mais ça s'explique, par le fait que le GIEC, a été donc fondé, par, ces milliardaires. Ils ont été tout de suite, adossés à l'ONU et à une organisation internationale pareille de météorologie, internationale, et ce sont les gouvernements des 195 pays de l'ONU qui choisissent les chercheurs, qui cooptent, enfin qui désignent les chercheurs qui vont travailler au GIEC. Et ces chercheurs, n'ont pas d'autre choix, que, de travailler sur, la perspective de la poursuite du capitalisme. On ne peut pas, enfin, en tout cas, le fait est que c'est comme ça. Il y a une autocensure très forte en fait. Voilà, et une censure qui s'exerce sur le fait, alors moi je le dis toujours dans les rencontres que je fais, si par exemple j'aimerais beaucoup travailler, ça me plairait beaucoup de travailler au GIEC parce que bah, ça doit être passionnant, ça doit être passionnant d'être avec tous ces chercheurs, d'avoir cette responsabilité-là, mais moi je ne l'accepterais que si, avec d'autres chercheurs, je pouvais ouvrir une perspective post-capitaliste. C'est-à-dire qu'à chaque rapport du GIEC, il y aurait, capitalisme et puis no capitalisme.
un peu, c'est en pensant au film d'Alain Resnais, Smoking, No Smoking, c'était génial. Une semaine, tu voyais le film Smoking, et comme avec Michel, on fumait beaucoup, donc on a bien suivi tout ce qui allait nous attendre. Et puis la semaine suivante, on est allé voir No Smoking, et là, on a dit, oh non, non, il faut qu'on arrête de fumer. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ça pourrait faire le même effet. Et les gens pourraient se dire, bah oui, c'est vrai, mais c'est pas bête d'avoir le choix. Et donc voilà, le GIEC ne peut donner des informations que sur on poursuit le capitalisme et d'année en année, on vous informe de la catastrophe qui s'aggrave et qui du coup nous sidère, nous tétanise et nous rend impuissants. Parce que si on ne connaît pas la cause, si on n'a pas les moyens de la réflexion, de d'autres possibilités d'envisager un avenir qui ne serait pas amputé, ben on est tétanisé, on est impuissant et du coup on ne peut pas se projeter dans une autre humanité que celle basée précisément sur la richesse à tout prix pour quelques-uns et la misère pour tous les autres. La mondialisation est quand même très responsable de la dégradation de notre environnement. Or, on parle jamais d'une sortie de la mondialisation, pas plus que du capitalisme. Oui. Pourquoi on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme? Ben, c'est parce que on nos cerveaux n'ont pas nos cerveaux sont tétanisés. Nos cerveaux ne peuvent pas accepter, cette idée, de la fin du capitalisme parce que, la plupart des gens, la plupart des terriens, pensent que c'est quelque chose qui est aussi naturel que la lune qui brille ou le soleil qui nous chauffe. Le fait de considérer le système capitaliste, heu, comme ayant une histoire, il n'a pas toujours existé, hein, il est daté. Il s'est mis en place, petit à petit et que c'est pas possible de qu'est-ce qu'on ferait si les riches quittaient la France? Qu'est-ce qu'on ferait s'ils étaient plus là? Heu, de quoi on vivrait? Au moins là, on a l'espoir d'avoir, une voiture, on a l'espoir quand même d'avoir de l'eau plus ou moins potable au robinet. C'est pas il y a des gens qui sont tellement plus miséreux que nous, ça peut être tellement encore plus dur qu'en effet, on a plus de facilité à prendre du plaisir à regarder un film où c'est une comète qui va tomber, sur la terre, que, d'imaginer la fin, du capitalisme. Alors que la fin du capitalisme, serait, au contraire, une libération, incroyable, de notre humanité, serait une façon de vivre dans l'altérité. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Nous, on est des humains, notre bonheur, c'est d'être dans l'échange avec les autres, d'être dans l'affection, l'amitié, l'amour, le partage, mais pas dans la guerre pour gagner plus d'argent, avoir un peu plus que le voisin. Alors la classe dirigeante opère avec l'environnement comme avec à peu près tout le reste, c'est-à-dire en usant et en abusant du lobbying. Comment ça se passe concrètement? Ben, le lobbying est très très important dans le fonctionnement de cette classe dominante à l'heure où le capitalisme doit se radicaliser pour permettre la poursuite du système capitaliste, quoi qu'il en coûte. Et donc le lobbying est très présent, notamment par rapport aux problèmes climatiques. Enfin, il y a plusieurs objectifs. Le lobbying est là il travaille au service des capitalistes. Ce sont comme les journalistes des chiens de garde, ils sont au service et ils sont, par exemple, extrêmement nombreux à Bruxelles, auprès du Parlement, auprès des députés du Parlement, auprès des membres de la Commission européenne. C'est énorme, c'est bien documenté. Ils sont très présents au cœur des COP. Alors ça, je l'ai appris en faisant ce livre, parce que franchement, je ne le savais pas. Non seulement ils sont présents, mais ils sont même au cœur des délégations nationales. Les ONG, non, mais eux, si. C'est-à-dire qu'ils participent, ils participent aux prises de décision. Ils sont au cœur des COP.
Donc ils ont un poids tout à fait considérable. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Sachant que la recherche publique est de plus en plus malmenée, est-ce que tu penses que la science peut échapper à ce lobbying? Alors, la science, elle participe, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui participent à ce lobbying et qui sont payés comme tels. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui, voyant les résultats des hydrologues, des géologues, des climatologues, même des sociologues, ça serait possible. Enfin, des gens spécialistes des glaciers, les glaciologues, les vulcanologues, je cherche toutes les spécialités. Et donc, un jour, j'ouvre Le Monde, c'est le 20 février 2020, j'oublierai jamais ce jour-là. Je suis toute seule à la maison, mon mari est malade, et qu'est-ce que je vois? Je vois 900 chercheurs en France appellent à des actes de désobéissance civile pour dire c'est pas possible. Il y a le feu, on a de l'eau, mais on nous empêche de jeter l'eau pour éteindre le feu. Donc nous, on ne peut plus rien faire. C'est grave, la situation est grave. Notre futur est sombre et nous invitons tous les chercheurs et les scientifiques à rejoindre les groupes de désobéissance civile. Et ils citent, je me souviens bien, Alternativa, Extinction Rébellion. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a 1900 chercheurs qui ont fondé un sous-groupe dans Extinction Rébellion qui s'appelle Scientifique Rébellion et qui font des actions de désobéissance civile en occupant par exemple le tarmac d'un aéroport, le tarmac chez Dassault, en faisant des interventions au musée des plantes, au jardin des plantes, pardon, à Paris. En faisant des interventions, en bloquant des axes routiers, en bloquant l'aéroport du Bourget, enfin des actions comme ça, ou en allant, Extinction Rébellion, je pense que c'est eux, en allant à Antibes bloquer le départ de yachts, enfin voilà des actions comme ça, bon qui sont des actions de désobéissance, qui quelquefois les entraînent devant les tribunaux, mais d'une façon générale, leurs actions, je trouve, forcent le respect, forcent leur courage, valorisent leur courage. Et c'est quand même chouette de voir des scientifiques qui, d'ordinaire, se retrouvent dans leur entre-soi, dans des séminaires nationaux ou internationaux, des chercheurs qui se retrouvent dans leur entre-soi des laboratoires, en sortir. Voilà, c'est des décisions que je suis, dont je ne suis pas partie prenante parce que j'écris des livres et comme j'essaye de faire de la transmission de tout ce que j'écris, donc je fais beaucoup, beaucoup de rencontres à travers la France. Du coup, voilà, c'est ma façon à moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Tu montres à quel point la justice n'est pas une alliée, à quel point le droit peut être instrumentalisé au profit des puissances d'argent. Et tu évoques notamment le cas du procès d'une franco-vietnamienne qui a été Mmh. victime de l'agent Orange. Ça a Mmh. d'ailleurs fait l'objet d'un article qu'on a publié sur Mmh. Lucide, on mettra le lien en description. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Les les Américains, au moment de la guerre du Vietnam, pour combattre les combattants vietnamiens qui voulaient leur autonomie, leur indépendance totale, ils ont versé des millions et des millions de litres d'un écocide, un produit qui détruisait les forêts et la nature. Et c'était très important pour les Américains parce que les contestataires, les militants engagés dans la guérilla, ils se réfugiaient dans les forêts pour continuer à se cacher. Et donc la journaliste, madame Tan To Gna, j'ai toujours du mal à dire cette femme de 82 ans pour laquelle je voue une admiration sans bornes,
se bat depuis des années pour faire valoir les maladies, les cancers, les malformations qu'elle a transmises à ses filles et donc elle n'est pas, bien entendu, elle n'est pas la seule, puisque ce sont des millions de Vietnamiens qui ont été touchés par la gravité de ce qu'elle appelle un écocide. Et du coup, comme elle est franco-vietnamienne, elle peut poursuivre les multinationales américaines, Monsanto, enfin, Diamond, je ne me souviens plus le nom de toutes, mais elles sont 14 multinationales américaines qu'elle a poursuivies devant un tribunal à Évry, parce que les multinationales américaines refusaient de reconnaître leur tort, enfin, dans ce crime, enfin, contre l'humanité. Là, c'était vraiment, enfin, c'était en situation de guerre. Hein. Donc, en situation de guerre, l'État américain bénéficie de l'impunité, mais les multinationales américaines, elles, non. Et donc, toute leur stratégie, c'était de dire qu'elles devaient bénéficier, comme elles disaient travailler pour l'État américain, ce qui était vrai, mais qui en même temps, elles avaient leur autonomie. Et donc, elles disaient qu'elles devaient bénéficier, elles aussi, de l'immunité des États-Unis. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir assister au procès en août de l'année dernière et d'en faire un article. Et puis, j'ai pensé que ça pouvait intéresser vos auditeurs et auditrices d'Élucide. Et elle a eu gain de cause ou pas? Non, elle a perdu. Ah oui, non, elle a perdu. Puis de toute façon, c'était extraordinaire de voir. Je revois l'avocat de Monsanto, mais avec des effets de manche comme ça. Il était tellement assuré que c'était la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Il était assuré de gagner. Et donc, effectivement, elle a perdu. Et donc, elle doit payer des indemnités de dédommagement. Là, elle a fait appel en cassation. Mais voilà, c'est très difficile de lutter quand on est même une femme courageuse, très entourée par des mouvements de jeunes qui étaient là présents. J'ai été vraiment impressionnée par le niveau de militantisme joyeux, de militantisme jeune, enthousiaste, déterminé. Je serais intarissable sur l'ensemble de tout ce qui existe pour sauver la planète avec des mouvements divers, variés et importants, mais qui, ça c'est un reproche que je fais et que je dis dans le livre, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'instances de coordination de tous ces mouvements anticapitalistes, des mouvements qui sont... alors, je préfère dire anticapitalistes qu'écologiques, parce que je trouve qu'écologique, ça me fait revenir au découpage institutionnel, au découpage en tranches de saucisson du réel, que je combats de toute mon ardeur scientifique. Tellement, je trouve que c'est important de bien comprendre que c'est un système, que c'est une classe de type oligarchique et qu'il ne faut pas se tromper de colère et se méfier des milliardaires, y compris de leurs héritières. Pourquoi c'est si dur de s'entendre et de se coordonner à gauche alors qu'on a quand même tous à peu près les mêmes intérêts, alors que les ultra-riches, eux, ils ont des réseaux de solidarité très facilement, très fonctionnels, qu'on observe et qui font qu'ils sont aussi puissants? Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Je pense que la première réponse que je donnerais, c'est que nos cerveaux sont tellement manipulés, notamment déjà hier, mais aujourd'hui plus encore, par tous les médias dominants, par les plateformes numériques, par toutes sortes d'instruments qui sont à la disposition des dominants et qui forment, oui, ça forme un carcan, une forme d'esclavagisation de nous et d'impossibilité pour nos cerveaux d'accéder à une réflexion qui soit relationnelle,
qui soit une pensée, qui nous permette une pensée relationnelle. Et ce livre, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps, parce que je voulais vraiment arriver à faire un livre sur ce thème, et j'ai trouvé que le dérèglement climatique, c'était parfait, parce que j'étais obligée, pour faire ce livre, de travailler sur la classe oligarchique, la classe des capitalistes, et en même temps, puisque c'était ça le sujet du livre, sur le chaos climatique. Mais le chaos climatique, c'est une boule de tas de choses qu'il faut tenir en même temps, hein, donc ça exige une pensée profondément relationnelle. On ne peut pas être seulement spécialiste de la fonte des glaciers. On ne peut pas être seulement spécialiste. Voilà, il faut mettre tout ça en face à face, en commun, arriver à triturer tout ça ensemble, faire une espèce de salade, je ne sais pas, presque une mayonnaise, pour comprendre aussi que c'est une boucle rétroactive. C'est-à-dire que non seulement c'est irréversible, mais ça va faire que s'aggraver, parce qu'il y a une dynamique qui va enchevêtrer tous les éléments et faire une boule de feu, quoi. C'est une image, hein, pour faire comprendre. Et la classe sociale des capitalistes, la classe oligarchique, aujourd'hui, on peut vraiment parler d'oligarchie en France. Et quand j'emploie le terme d'oligarchie, ça veut bien dire que ce sont des familles qui s'accaparent tous les pouvoirs jusqu'à l'État lui-même. Hein, aujourd'hui, on peut le dire qu'on a un État au service des riches. Le président de la République est un ancien associé gérant de la banque Rothschild. Chaque fois, les gouvernements ont beaucoup changé ces derniers temps, comme tu le sais. Et donc, on n'a que des gouvernements de millionnaires. Hein. Même le jeune Gabriel Attal est arrivé à 34 ans millionnaire, ayant déclaré 1 500 000 € à la haute autorité à la transparence de la vie publique. Donc voilà, donc on a en fait 2 faits sociaux totaux, comme disait Marcel Mauss disait un fait social total et un autre fait social total, et là on les a tous les deux, et ils se tiennent et ils sont imbriqués l'un avec l'autre. Donc vous voyez que la pensée relationnelle, mettre en relation tous les liens au sein de l'oligarchie, mettre en relation tous les liens dynamiques avec le dérèglement climatique, c'est pas seulement la montée des températures, c'est tout un ensemble qu'il faut arriver à maîtriser. Et du coup, tout ça on ne peut vraiment éclairer ce problème qu'en tenant compte de cette diversité de tous ces éléments qui, aujourd'hui, s'entrechoquent et amènent à menacer l'habitabilité de la planète. Donc c'est très compliqué, mais voilà, et si on subit la propagande de la pensée unique, hein, nous en France, on n'a pas un parti unique comme dans d'autres pays qui sont montrés comme des véritables boucs émissaires antidémocratiques et tout. Nous, c'est pas beaucoup mieux, c'est la pensée unique. Hein, c'est la pensée unique qui est transversale aux médias privés et même aux médias publics. Hein. Une propagande qui, donc, cloisonne tout le temps les événements. Ils ne sont jamais mis en relation les uns avec les autres. Jamais. Ni dans l'histoire, ni dans le présent, ni avec le futur, et même pas là. Et le travail qu'a fait, par exemple, Jean-Baptiste Fressos, que je cite dans cet ouvrage, parce que ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est très proche de ce que j'ai fait. Donc lui, c'est un historien qui a fait ça à propos des énergies, et qui a montré que les énergies ne se sont jamais remplacées les unes les autres, mais qu'elles se sont accumulées, cumulées. Hein, qu'aujourd'hui, il y a encore des mines de charbon, il y a du pétrole, du gaz, enfin que ça s'accumule. Et on voit bien, je dis la même chose à propos du capitalisme fossile, qui est en train d'ajouter le capitalisme vert. Parce que toutes les énergies renouvelables dont on nous parle, on ne nous explique pas vraiment bien que pour les fabriquer,
pour fabriquer les batteries électriques des voitures et des vélos, eh bien, il faut, pour fixer l'électricité dans ces batteries, il faut beaucoup de lithium, par exemple. Et là, va s'ouvrir la plus grande mine de lithium en France, au cœur de l'Auvergne. Je crois que le feu vert a été donné là tout récemment. Et ça va être donc des extractions au cœur de l'Auvergne, avec de nouvelles formes de pollution, et des gens, des capitalistes, qui vont... là, c'est la multinationale Imerys qui est propriétaire, qui va s'occuper de cette mine de lithium au cœur de l'Auvergne. Les dividendes vont revenir à cette multinationale qui va s'enrichir sous couvert de ce qu'on appelle le capitalisme vert. Et en réalité, on est là aujourd'hui à une recomposition du système capitaliste avec le capitalisme fossile plus le capitalisme vert. Et c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, c'est-à-dire que c'est toujours la stratégie du choc de Naomi Klein, la chercheuse québécoise, son livre s'appelle La stratégie du choc. Et franchement, moi, depuis que j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Enfin, en tout cas, ça m'a donné des clés de lecture. Je ne sais pas si elles sont bonnes. Enfin, moi, je les trouve bonnes. En tout cas, elles me conviennent et je les transmets. Je vous les transmets. C'est-à-dire qu'ils profitent toujours, ils mettent à profit une catastrophe, quelque chose qui a l'ouragan. Pour Naomi Klein, c'était l'ouragan de la Nouvelle-Orléans avec tous les morts et tout ce qui s'était passé, pour en profiter pour mettre à la périphérie de la Nouvelle-Orléans les pauvres qui avaient le culot d'être au centre de la Nouvelle-Orléans, avec leur musique et tout ça, les mettre à la périphérie, et c'est ce qui s'est passé. La stratégie du choc. D'ailleurs, en parlant de Naomi Klein, on a fait la fiche de lecture de la stratégie du choc, donc vous pourrez retrouver la synthèse sur Lucide. On vous met le lien en description. Et donc là, le dérèglement climatique, stratégie du choc, on va en profiter pour ouvrir de nouveaux marchés financiers avec ce qu'on peut appeler le capitalisme vert. On sait que toutes les crises, ça inclut la guerre, ça inclut le Covid, sont des occasions pour les riches de s'enrichir encore plus. C'est l'occasion d'avoir de nouveaux marchés. Est-ce que la crise écologique aussi est vue par les capitalistes comme une opportunité ? Ben oui, cette ouverture de tous ces marchés liés aux énergies renouvelables, avec les éoliennes, avec les batteries électriques, avec toutes sortes de choses qui sont mobilisées, c'est une façon d'ouvrir de nouveaux marchés qui vont leur apporter des profits. Mais c'est intéressant quand on regarde dans les banques, par exemple, dans les grandes sociétés, qui donnent des dividendes aux actionnaires et qu'on peut mémoriser ces dividendes parce que c'est tellement énorme qu'on mémorise. Eh bien, maintenant, non seulement les actionnaires ont des dividendes qui se chiffrent de façon énorme chaque année si on cumule avec toutes les grandes sociétés, et par ailleurs, les rachats d'actions. Alors, les rachats d'actions, c'est par exemple la BNP rachète ses actions, ou même, je pourrais donner l'exemple de Michelin. Ça veut dire que l'entreprise rachète ses propres actions pour faire monter le coût boursier. Mais pour moi, ça révèle le fait que le renouvelable n'est pas suffisamment rentable pour eux. Donc, ils préfèrent faire ces rachats d'actions, quitte après à réinvestir dans le renouvelable. Mais là, pour l'instant, les énergies fossiles demeurent largement bien plus juteuses. Alors, ce qui est fou, et tu le montres avec plein d'exemples très frappants dans ton livre, c'est que tous ces ultra-riches, je pense notamment aux patrons de la Silicon Valley, ont tous leur plan B au cas où ça se passerait mal pour essayer d'éviter les conséquences de la crise sociale et climatique à venir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors, avec d'autant plus de plaisir, je vais te dire que avec Michel, tous nos livres, vraiment tous, quel que soit le domaine qu'on éclairait plus spécifiquement, ont montré dès le premier, donc dans les beaux quartiers, que les riches vivaient entre eux dans un véritable séparatisme. Alors, depuis qu'Emmanuel Macron a produit sa loi sur le séparatisme islamiste, comme nous, on s'est rendu compte qu'il suffisait d'enlever islamiste et de mettre des riches,
et que ça fonctionnait parfaitement. Du coup, maintenant, j'emploie ce terme de séparatisme des riches. C'est un peu impertinent et je trouve que c'est bien. Et en tout cas, c'est juste. Et le séparatisme des riches est bien plus ancien, évidemment, que ce qui se passe aujourd'hui avec le chaos climatique. Il a toujours été une condition nécessaire et indispensable vraiment pour que cette classe sociale, cette petite oligarchie, puisse être solidaire, puisse avoir conscience d'elle-même, conscience d'être une classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs, et que cette excellence leur permettait d'être récompensés par de la finance à grand régime, on va dire. Et, euh, et donc, euh, et donc, c'est quelque chose qui est consubstantiel à cette classe que de toujours vivre dans un entre-soi qui leur permet cette solidarité, qui leur permet pour chacun d'entre eux, pour chaque individu, de se sentir et d'être plus riche au contact des plus riches, puisque tous ensemble, ça forme un gâteau extraordinaire, que si on a juste une petite part, c'est moins... Voilà. D'habiter dans les mêmes quartiers qu'on façonne à l'image à l'image de luxe, de verdure, à l'image de beaux jardins, d'une architecture décorée, de grands appartements, de belles voitures, voilà. Donc on est toujours dans cet entre-soi on se valorise mutuellement. Ça fixe la conscience de classe, on se voit tout le temps. Si on ne se rencontre pas dans son quartier, on se rencontrera au cercle. Si on ne se rencontre pas au cercle, on se rencontrera dans un rallye, sur un terrain de golf, on se rencontrera sur un terrain de polo, on se rencontrera dans des palaces, on se rencontrera... Ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et ils ne supportent pas la présence du dissemblable, sauf lorsque ce sont les domestiques. Mais les domestiques qui travaillent pour eux sont des êtres humains qui sont respectés, mais qui sont transparents, enfin, qui sont au service. Donc mais quelqu'un qui, par exemple, une mésalliance, quelqu'un qui pénétrerait au cœur d'une famille tout en n'étant pas issu de cette classe sociale, viendrait par sa seule présence rappeler l'arbitraire de leurs privilèges. Parce que, mine de rien, ils ne sont rien. Ce sont des géants aux pieds d'argile. Ils n'ont toutes ces richesses que parce qu'ils ont hérité de titres de propriété de génération en génération. Donc l'arbitraire est absolu, c'est pour ça qu'il faut absolument le transformer et que de livre en livre, on a beaucoup travaillé sur les corps des dominants et pour montrer que ce travail qu'ils font sur les corps, c'est précisément pour masquer l'arbitraire de leurs privilèges en transformant des qualités qui sont liées à ces privilèges en qualités innées, en qualités naturelles. Hein, ça leur permet de passer de la domination économique à la domination symbolique, les dominer, disant ben oui, c'est normal qu'ils nous dominent, qu'ils nous gouvernent, qu'ils aient tous les pouvoirs, ils nous sont supérieurs, ça se voit. Ça va assez loin, puisque pour se préserver, étant donné qu'ils sont très supérieurs, ils vont jusqu'à acheter des îles en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, pour éviter la crise climatique, quitte à exproprier d'ailleurs les locaux. Tu parles notamment de Mark Zuckerberg. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, parce que c'est fou? Voilà. Donc, avec le dérèglement climatique, effectivement, donc ils poursuivent, ils anticipent, ils poursuivent et ils anticipent la catastrophe à venir en se protégeant à l'avance dans des endroits sécurisés. Alors, tu as donné l'exemple de la Nouvelle-Zélande, effectivement, mais là, la Nouvelle-Zélande, il y a eu tellement de riches qui ont acheté des terres et qui s'y sont installés que la première ministre de la Nouvelle-Zélande, elle a été obligée de faire passer une loi comme quoi, désormais, on ne pouvait plus rien vendre en Nouvelle-Zélande à des étrangers. Ils ont déréglé le marché de l'immobilier, c'est pour ça?
Oui, et puis oui, c'est ça. Il y a les autochtones, disons, n'arrivaient plus à acheter les terres qu'il fallait pour se nourrir. Voilà, donc ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande. Ils achètent beaucoup en Patagonie, Patagonie chilienne. Ah, j'ai fait l'entretien d'un chercheur chilien à ce propos. Et alors Mark Zuckerberg, ben lui, c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande, c'est à Hawaï, c'est juste un tout petit peu au-dessus dans l'océan. Et donc lui, effectivement, c'est très précis. C'était, je crois, un article dans l'UMA de Pierre Issal, où il dit que il a acheté l'île. Il a expulsé les quelques familles, c'était pas très nombreuses, hein, des quelques familles autochtones, et puis il s'est fait construire une ferme bio garantissant la nourriture pour sa famille sur 7 générations. Voilà, et puis avec des trucs qui sont un peu bunker, qui sont enfouis, et puis d'autres qui sont enfin, voilà, ils naviguent à vue, hein, ils construisent des choses qui leur permettent déjà d'être bien aujourd'hui et d'être en sécurité demain. Donc, quand les gens avec le bon sens populaire me disent chaque fois qu'on parle de ce sujet, mais Monique, mais enfin, tu te rends pas compte, on est tous sur le même bateau. Donc, ils périront avec nous. Ben non, on n'est pas. Déjà sur le Titanic, ils étaient au-dessus et puis les pauvres gens étaient en bas et c'est les pauvres gens qui sont morts massivement. Mais là, ils anticipent et pour moi, sociologue, c'est assez intéressant d'analyser ça parce que on a beaucoup travaillé sur la notion d'immortalité symbolique avec les familles auprès desquelles on était parce que ça nous est apparu une originalité tout à fait intéressante par rapport au milieu moyen d'où je venais et Michel populaire. C'est que ces familles inscrivent leur passage éphémère sur Terre, les individus de ces familles inscrivent leur passage éphémère sur la Terre dans la lignée, dans tous les quartiers de noblesse et de bourgeoisie antérieurs et dans tous ceux qui vont advenir puisque la richesse se transmet de génération en génération et que c'est vraiment une condition pour rester dans cette classe du Gotha. C'est une condition de transmettre afin que rien ne ruisselle vers les classes moyennes et les classes populaires, que la captation véritablement du capital entre les mêmes mains. Et donc là, ils ont cette capacité d'anticipation de leur avenir, alors que pour nous, notre avenir est amputé. Emmanuel Macron a été sacré champion de la Terre, rien que ça, en 2018 à New York. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah ben c'est surtout que là, je ne suis pas capable de répéter le discours qu'il a tenu ce jour-là, mais c'était absolument étonnant. C'est-à-dire que c'était vraiment du Pinson Charlot, enfin, ou du Hervé Kempf, ou de tous ceux qui travaillent sur le dérèglement climatique et qui... voilà, là, vraiment, on a une responsabilité énorme. Il faut vraiment prendre le problème très au sérieux, se préoccuper, évidemment, des plus démunis. Enfin, c'était vraiment incroyable. Est-ce que le pantouflage des hauts fonctionnaires qui naviguent sans aucun contrôle du privé au public contribue à ce climat de corruption systémique, on va dire ? Tout à fait, tout à fait. Et en plus, c'est très intéressant d'analyser ce pantouflage parce que pour eux, on est dans le relationnel. Hein, ils sont dans leur classe sociale. Le chaos climatique, ils maîtrisent très bien l'ensemble des relations qui aboutissent à la catastrophe. Et leur classe sociale, ils savent très bien en parler, ils savent très bien comment elle fonctionne, de manière relationnelle, où on se rend des services non pas mutuels, c'est chaque membre de la classe sociale qui rend des services à sa classe. Et puis après, il y a ce système d'instances de coordination que sont les cercles, les rallyes, les think tanks, le lobbying, les Davos, les trilatérales, les Bilderberg, etc. Ils créent une véritable toile d'araignée institutionnelle au-dessus de nos têtes qui permet la coordination. Et ça, c'est très fort. Pour eux, le conflit d'intérêts n'existe pas. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est la synthèse des intérêts, de leurs intérêts à eux. Hein. Et se passer du public au privé et vice-versa, pour eux, c'est
totalement naturel. Hein, ce qu'il faut, c'est asseoir ses intérêts, les profits qui découlent de leur titre de propriété, pour que ça se reproduise aux générations suivantes et que ça ne ruisselle jamais vers les classes moyennes et les classes populaires. Alors même si toutes les multinationales contribuent à la destruction de la planète, il y en a une dont tu parles beaucoup, c'est Total Énergie. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors pourquoi? Alors pour des raisons, d'abord parce que j'habite dans une rue où juste au bout de la rue, il y a une station Total. Et donc j'étais là le jour où ils ont fait les travaux pour coller énergie après le conseil d'administration là, de je ne sais plus quelle année. Il y a souvent des queues énormes quand, par exemple, ils n'ont pas été livrés, des queues énormes de voitures. Donc j'ai ce Total Énergie qui m'accompagne vraiment tous les jours dans mes déambulations régina-burgiennes. Et puis en plus, j'habite pas loin non plus du plateau de Saclay. Et donc là, j'ai fait un travail, là je l'ai fait un peu avec Michel, sur la collusion, la consanguinité entre Total Énergie et Polytechnique. Et là, ça fait l'objet d'un chapitre dans ce livre qui est quand même très fort, hein, parce que là, au final, c'est vraiment une multinationale pétrolière, dont les principaux actionnaires d'ailleurs sont aux États-Unis, qui a voulu s'installer sur des terrains qui appartenaient à l'école Polytechnique. Le plateau de Saclay, c'était que des terres agricoles. Moi, j'ai connu le plateau de Saclay avec que des fermes, vraiment des terres agricoles. Donc tout a été supprimé, ce qui n'est pas bien du tout, puisque c'était une façon aussi de sécurité alimentaire pour les populations environnantes, voire parisiennes. Et donc, ils ont décidé d'en faire une espèce de Silicon Valley. Enfin, un endroit où il y a plein d'universités, plein de laboratoires de recherche, etc. Et donc, Total Énergie a voulu s'implanter sur le terrain même de l'école, qui appartenait à l'école Polytechnique. Et là, ça a été quand même assez extraordinaire. Les polytechniciens ont gagné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une telle consanguinité. Hein, ils ont demandé à garder leur indépendance, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Total Énergie a des chaires d'enseignement dans toutes les grandes écoles, que ce soit Polytechnique, que ce soit Sciences Po à Paris, que ce soit dans HEC, que ce soit... Voilà, ils ont des chaires. Et donc, ils financent, et où, bien entendu, ils viennent... faire de la propagande, oui, défendre directement ou indirectement leurs intérêts de compagnies pétrolières, quoi. Là, avec Total Énergie, si tu veux, on comprend que la corruption, elle est consubstantielle à la classe elle-même. Hein, parce que Patrick Pouyanné, il est à la fois membre du conseil d'administration de Polytechnique et PDG de Total Énergie. Et puis, il arrive à aller dans les COP avec une association qu'il a créée, Entreprise Énergie, je ne sais pas trop quoi, où il n'est pas tout seul. Il y a d'autres camarades de classe qui font partie de cette organisation, de cette association, qui a le droit d'aller dans les COP. Mais comme il porte plein d'autres casquettes en même temps, il se trouve que le président de Total Énergie est très souvent au cœur des COP. Tu parles aussi d'ailleurs de ce que Total fait en Ouganda. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors là, c'est une forme de violence coloniale, parce que donc ils extraient du pétrole. Enfin, il y a plusieurs, il y a plein de chantiers. C'est aussi bien en Ouganda, en Tanzanie et au Mozambique. Mais alors là, c'est l'Ouganda qui est le plus connu, parce que là, il y a un oléoduc pour prendre le gaz. Il faut chauffer le pétrole ou le gaz, je ne sais plus lequel des deux, sur 1400 kilomètres. Et 1400 kilomètres, donc un énorme oléoduc sous des lacs, sous des parcs africains, enfin des parcs naturels,
avec des animaux, avec des plantes rares, enfin très précieux aujourd'hui à l'ère du dérèglement climatique. Donc ça passe dessous 1400 kilomètres. Et surtout, voilà, et quand il y a des terres, eh bien, ils ont procédé avec l'aide des forces dominantes en Ouganda, ils ont évacué les populations. Et, et ce qu'il y a d'incroyable, et là, j'ai trouvé ça mais d'un cynisme et d'une cruauté épouvantable. Donc, pour ces gens qui n'avaient que ça, que un petit habitat précaire et les terres pour vivre, donc ils ont été expulsés. Ils ont été. Alors, c'est même pas par Total Énergie. Total Énergie a créé, avec la complicité du président de l'Ouganda, enfin les autorités dominantes de l'Ouganda, ils ont créé. Ils leur ont sous-traité ce travail-là à faire. C'est-à-dire que s'il y a des autochtones qui se mettent en colère, Total Énergie ne sera pas concernée. Ça sera la société sous-traitante ougandaise qui sera concernée. Et le truc est vicieux parce que les autochtones ne peuvent plus continuer à cultiver leurs terres à partir du jour où ils ont signé le fait que cette terre allait appartenir à Total Énergie. Et donc, alors qu'ils restent, parce que ça dure très longtemps, ils peuvent rester encore plusieurs mois, et on leur interdit de cultiver cette terre. Donc, chaque fois, il y a le diable vraiment se cache dans des détails absolument incroyables. Et je trouve que quelquefois, c'est vrai honnêtement, on sent les larmes qui montent aux yeux, parce qu'on se dit, c'est quand même pas possible. Et tout ça pour de l'argent. Est-ce que tu trouves pas que d'une manière générale, la lutte des classes est trop mise de côté dans les discours écologistes? Il n'y a pas que dans les discours écologistes, hein, mais c'est-à-dire que moi je trouve que c'est un biais, si tu veux. Je suis pas trop d'accord, moi, pour qu'il y ait un parti écologiste, tu vois, parce que l'écologie, elle est totalement transversale à tous les partis politiques. Hein, il y a pas la lutte de classe. Alors, je regrette qu'elle soit pas assez présente, évidemment, chez les écologistes, parce que les inégalités, là, les chiffres que je t'ai donnés au tout début de l'entretien, c'est quand même, tu t'en remets pas de ça. Hein, c'est quand même hallucinant. Les écologistes qui tentent de lutter concrètement se font taxer d'extrémisme. On a parlé aussi d'écoterrorisme. Est-ce que finalement, tous ceux qui se battent contre les intérêts du capitalisme ne sont pas voués à être traités comme des pestiférés? Ben, si. C'est de bonne guerre, mais à nous d'être solidaires entre nous pour se battre aussi à notre manière avec des mots. Il y a un moment, je cite Hélène Torgman, une chercheuse qui a publié un livre formidable sur la croissance verte à la découverte. Et puis, elle a travaillé, c'est super, sur la financiarisation donc du capitalisme vert de façon très précise. Il y a plusieurs citations d'elle dans ce livre. Et puis, à un moment, elle dit, mais comment qualifier tout ça ? Ce sont des prédateurs, ce sont des voleurs, ce sont enfin voilà, comment peut-on les appeler ? Et elle propose toute une liste de vocabulaire. Et puis, je l'ai cité, puis je cite aussi dans le livre le pape François, parce qu'il y a un moment, je suis en République démocratique du Congo, enfin, dans le livre, je suis en République démocratique du Congo, et puis je parle du pillage des minerais nécessaires pour le renouvelable et l'extraction de minerais, des métaux rares nécessaires pour les énergies renouvelables dans nos pays occidentaux. Et puis, je dis, je trouve quand même que les mots de la sociologie, je vais emprunter, le pape François est allé récemment en République démocratique du Congo, et puis je fais une citation du pape François, qui est, lui, il les traite de voleurs, de bandits, enfin, j'ai plus les phrases exactes et je voudrais surtout pas les maltraiter les phrases du pape François, parce que je trouve qu'il est d'une franchise parfois absolument décoiffante.
Alors, de plus en plus, l'idéologie dominante impose sa vision du monde et réprime les opinions contradictoires à grands coups d'insultes, à grands coups de propagande, mais on a aussi de la répression policière, judiciaire. Est-ce que toute cette violence ne va pas finir par se retourner contre eux? On a des exemples qui vont dans ce sens. Par exemple, c'est avec un grand point d'interrogation, avec l'histoire de la A69, où il y a eu vraiment un véritable combat des écologistes, en tout cas de militants qui ont fait de la désobéissance civile en passant des nuits dans des arbres qui devaient être coupés. On les a appelés les écureuils. Et puis, ils étaient quand même un peu malmenés avec... donc, ils ont tenu. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de luttes qui ont été faites à propos de cette autoroute, donc de 53 kilomètres entre Castres et Toulouse, et qui est vraiment un non-sens absolu par rapport au dérèglement climatique, parce que parallèlement, il y a les 53 kilomètres de la route nationale, et pour gagner 20 à 30 minutes, franchement, détruire, alors que je te dise pas de bêtises, 300 hectares de terres agricoles, 250 arbres qui ont été abattus. Les écureuils sont arrivés, grâce à leur lutte, à en préserver. Et puis, quoi dire d'autre? C'est un bijou oligarchique, là, 69. Alors, ne t'en fais pas. Après, je vais répondre à ta question, mais il faut quand même que j'explique un petit peu pourquoi c'est un bijou oligarchique. Parce que, grâce à la cellule d'investigation de Radio France, Benoît Colomba, j'ai appris que un proche d'Emmanuel Macron, qui s'appelle aussi Emmanuel, c'est Emmanuel Miquel, qui a été pendant 2 ans le conseiller politique d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Emmanuel Miquel, c'est un financier de haut vol, de haut vol, je veux dire, un financier qui a beaucoup de pouvoir dans le monde de la finance, BNP Paribas, Morgan, enfin dans les investissements, et qui a des responsabilités, notamment dans des actifs financiers qui ont obtenu la concession de cette autoroute. L'institution s'appelle Atosca. Et pour 55 ans. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est une petite parenthèse, parce que là, quand même, quand j'ai appris ça, et il y a eu ce qu'on appelle un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'il y a eu dans le contrat, il y a eu une petite phrase qui rend très difficile, en tout cas, voire impossible, la restitution aux autorités publiques de cette autoroute. Hein, donc voilà. Alors je continue sur le fait que c'est un bijou oligarchique. Il y a aussi les laboratoires Pierre Fabre qui ont des intérêts dans cette affaire d'autoroute. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean Terlier, le député macroniste du Tarn, qui a été le président de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale pour comprendre, en faisant venir les intéressés, pour comprendre les montages financiers et juridiques de cette Atosca, sa femme, la femme de Jean Terlier, est une des cadres dirigeantes des laboratoires Pierre Fabre. Donc voilà. Et puis on a su par Mediapart que, en fait, il n'y avait pas eu 29 millions d'euros de subventions publiques pour mener les travaux, mais 129 millions. Donc voilà, il y a tout un ensemble comme ça d'événements qui se cumulent pour montrer comment la corruption est vraiment consubstantielle. Pour ne pas accuser tel homme corrompu, c'est une corruption de classe qui est liée à son fonctionnement, de toujours être intriqué comme ça, de toujours être entre eux, de se rendre des services entre eux, et du coup, de construire une véritable forteresse qui empêche les autres d'avoir accès à ce type de privilèges. Et malgré tous les intérêts en jeu, la justice a quand même fini par donner raison aux militants. Bon, là, il y a un appel en cours, mais il y a du coup de quoi être un petit peu optimiste, peut-être? Ah, tout à fait. De toute façon, je vais te dire, toute victoire est bonne à prendre.
Et là, le fait que cette magistrate du tribunal administratif de Toulouse ait fait valoir, alors que je trouve bien la formule, qu'il n'y avait pas alors de raison impérative d'intérêt général. L'intérêt général n'avait pas été respecté, puisque la biodiversité a été bafouée, puisque, je l'ai dit, les terres agricoles, les arbres abattus. C'est une absurdité totale écologique. Et puis Et aussi, tu montrais que c'est 20 euros pour 20 minutes, donc c'est 1 euro la minute sur l'autoroute, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, et donc c'est un exemple qui permet au lecteur, et c'est l'objectif de ce livre, que de prendre des exemples précis. Notamment, j'ai pris un autre exemple très précis parce qu'il est juste à côté de chez moi, la très belle roseraie de La Haye-les-Roses. Voilà, et j'en dis pas plus. Là aussi, j'ai tissé tous les mailles de l'oligarchie mobilisée pour arriver à construire une résidence de luxe avec les balcons vus direct sur la roseraie, abattage d'arbres, destruction de toute une partie de l'écrin de verdure qui faisait que cette roseraie était absolument splendide. C'est quand même la plus ancienne roseraie du monde. C'est un musée en fait de la rose, hein. C'est des collections de roses qui sont organisées en fonction des spécificités. Enfin, c'est une petite merveille, donc qui est à portée de mes pieds. Et donc, chaque fois, voilà, je prends un exemple et puis j'essaye de tisser le maillage oligarchique qui a abouti à cette absurdité. Et ma volonté, en faisant ce travail, a été de me différencier de tout ce qui était déjà paru sur le dérèglement climatique et surtout avec l'espoir que ça incitera les lecteurs, que ça incitera les gens tous ceux qui prendront conscience de la gravité du dérèglement climatique, du chaos climatique auquel nous sommes confrontés et qui avance à grands pas chaque jour davantage, auront envie eux-mêmes de faire ce petit travail, par exemple à l'échelle de leur commune, par exemple à l'échelle du département, parce que je trouve que ça pourrait, nous qui avons déjà fait un jeu de société capital aux éditions La Ville brûle avec Étienne Lécroart, je me suis dit, avant de venir ici, peut-être qu'on pourrait faire un jeu de société pour que, en jouant, parce qu'en jouant, il se passe plein de choses, hein. Notre jeu de société, il a fonctionné du tonnerre de Dieu, hein, parce que en jouant, le cerveau est détendu, le cerveau est prêt à recevoir dans la joie de l'humanité partagée, dans cette altérité autour du jeu, et du coup, c'est très efficace. Par contre, c'est vrai que l'incroyable force du capitalisme, c'est sa capacité à récupérer les luttes, les intégrer dans son système Mmh. et même parfois les utiliser pour s'enrichir. Comment on fait pour résister, pour lutter malgré ça? Ah ben, c'est ce que j'ai décrit pour le GIEC. Vraiment, ce qu'ils voulaient, c'est que ça ne soit pas utilisé par des institutions qui dévoiraient. Les milliardaires américains voulaient avoir la main sur la critique sociale, tuer la critique sociale dans l'œuf. Et ça, donc, ils le font d'une façon plus générale, par exemple, en se faisant photographier avec Greta Thunberg. Ah ben, il y a un type que j'ai pas cité, Édouard Morena. Lui, c'est super parce qu'il a une culture très anglo-saxonne. Et donc, du coup, il m'a appris plein de choses sur les financements des ONG, justement, toujours par des milliardaires. Donc, à la fois, mais c'est en étant au plus près, finalement, qu'il contrôle le mieux, hein. Donc ça, c'est très important. Et donc, du coup, les jeunes sont classés de terroristes, d'éco-terroristes. Les forces de l'ordre sont là, menaçantes, et le seront de plus en plus avec le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Justice, Darmanin et Retailleau. Je me dis, c'est pas possible. Avec Michel, en 2005, quand on a entendu la déclaration de Warren Buffett, et je reviens donc au milliardaire américain, Warren Buffett, qui a dit ce n'est plus la lutte de classe, c'est la guerre de classe, et c'est un fait, c'est nous les riches qui la menons, et c'est nous qui sommes en train de la gagner.
Et regarde, aujourd'hui, ce sont des milliardaires qui sont à la tête de toutes les richesses à l'échelle de la planète et qui mènent la guerre au climat. Mais c'est vrai que le rapport de force est quand même beaucoup dans leurs mains à eux. Et le discours majoritaire consiste à dire que nous, les citoyens, on a une responsabilité individuelle, on doit faire des petits gestes pour l'environnement. Qu'est-ce que tu penses de ce discours porté sur la responsabilité individuelle? Ah ben c'est de bonne guerre. Hein, ça marche très bien. Les gens s'appliquent. Moi, je vois dans mon quartier, chacun on a des poubelles différentes. Voilà. Et si tu le fais pas, enfin, je veux dire, d'abord, moi, je suis pas contre. Je trouve que c'est sain d'être sain, de ne pas gaspiller, d'essayer, si les déchets sont bien recyclés, de bien faire ça. Et en même temps, je pense qu'il se moque du monde. Hein, parce que donc il nous conforte dans notre individualisme, mais c'est un individualisme négatif. Tandis que eux, dans leur classe, ils sont à la fois dans un individualisme positif, hein, où chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Si c'est de la chasse à course, si c'est du vin, c'est du vin. Si c'est de la finance, c'est de la finance. Ce qu'il veut. Mais la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être à la hauteur de sa classe, être toujours au sommet. Hein, et puis ensuite, de participer évidemment au cercle, à toutes les instances de coordination dont j'ai déjà parlé depuis le début de cet entretien. Tandis que nous, on est divisés, on est ce que j'appelle des individualistes négatifs, c'est incroyable, hein, c'est chacun pour soi, et c'est chaque parti politique pour soi, chaque syndicat pour soi. Et donc là, franchement, dans ce livre, j'ai quand même consacré au moins 2 chapitres à ce problème, à réfléchir à comment c'est possible qu'on en soit là. Alors, je suis partie d'une phrase d'un livre de Luc Boltanski et Cappiello, Le nouvel esprit du capitalisme. Ce n'est pas tant la crise du capitalisme qui nous pose problème que la crise de la critique du capitalisme. Et là, donc, j'ai fait tout un travail, c'est pas des chapitres très longs, hein, mais j'ai fait en tout cas des propositions de réflexion sur quand même notre incapacité à la solidarité. Et là, avec les dernières élections et celles qui s'annoncent, c'est quand même assez incompréhensible devant la gravité. Si on était dans un monde heureux, partagé, tout ça, qu'il y ait des petites querelles, qu'il y ait voilà. Mais là, les enjeux sont tellement importants que s'engouffrer dans l'agenda néolibéral des élections à ce point, là, je dois dire que ça me sidère. Et du coup, je me suis inspirée de ma petite expérience, parce qu'avec Michel, on s'est toujours beaucoup mis en scène dans tous nos livres. Et puis, ben, ma foi, je continue avec ma petite personne. Et là, j'ai voulu faire part d'une expérience que j'ai eu à vivre dans mon enfance, à Mende, en Lozère, où est née la psychothérapie institutionnelle dans un grand asile où il y avait 1000 fous, c'était comme ça. Mon père était procureur de la République à Mende et il parlait des fous de Saint-Alban. Et 1000 fous, donc ça se passe pendant la guerre, là. Alors là, j'étais pas née puisque je suis née en 1946, mais où a été nommé en 1940 un psychiatre catalan, François Toscayes, qui a été un militant qui a fait la guerre contre les troupes de Franco, qui s'est réfugié en France au moment de la défaite en 1936, qui s'est retrouvé dans un espèce de mini-camp de concentration, alors pas en Lozère il y en avait, tout près de chez moi, à Rieucros, mais dans le Gard, Sepfond, on peut dire camp de concentration, parce que franchement, c'était quand même très très dur ce qui s'est passé. Moi, je l'ai découvert beaucoup trop récemment, vraiment très, très dur. Et donc, ce psychiatre a dit, ben, puisqu'on est tous là, on ne va pas se taper on a faim, on est tous serrés les uns contre les autres, on va s'arranger pour s'en sortir de manière collective et partagée.
Et puis, il est arrivé à réaliser quelque chose en autogestion, à faire que les gens n'aient plus faim, avec de la nourriture partagée avec les habitants. Enfin bref, une ouverture, tout ça. Et du coup, le préfet de Lozère a eu vent de cette histoire et il s'est dit, mais pourquoi ce type ne viendrait pas diriger l'hôpital de Saint-Alban où j'ai mis le fou à gérer. Et pour les gérer, ils étaient tous sous contention. Ils n'étaient pas du tout en liberté. Et puis, beaucoup mouraient de faim. Et donc, voilà, il a été nommé là. Et du coup, après, il est resté jusqu'en 1960. Donc là, j'ai eu le temps de le connaître. Enfin, pas de le connaître, parce que nous, les 4 enfants Charlot, on n'avait pas le droit de lui parler quand il venait déjeuner à la table familiale. C'était juste avec mon père, le procureur. Mais quand même, j'avais mes oreilles qui étaient ouvertes. Et moi, je me disais, oh, moi, c'est comme ça que j'aimerais vivre. J'aimerais aller vivre là-bas. Mais je ne pouvais pas le dire, évidemment. Et donc, petit à petit, en reconstituant comme ça ma petite histoire, je me suis rendu compte que cette psychothérapie institutionnelle, qui aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de livres et est assez vulgarisée, est très intéressante, puisque justement, elle balaye. Donc là, il a fait sauter les murs qui isolaient les malades de la population. Donc après, les habitants venaient dans l'asile. Il y avait des allées et venues dans un sens ou dans l'autre. Tout le monde s'est mis à manger à sa faim parce qu'ils ont cultivé le jardin. La psychothérapie institutionnelle, ça soigne jusqu'à la vie même. Hein, c'est pas seulement les malades qu'on soigne, c'est pas seulement les médecins qu'on soigne, c'est pas seulement les procureurs qu'on soigne, finalement, c'est la vie elle-même partagée. Et c'est extraordinaire. Parce que tu vois, Paul Éluard est venu se réfugier là avec sa femme et son gendre dessinateur. Donc il y a des traces de tout ça, les poèmes d'Éluard écrits là-bas, mes souvenirs de la Maison des Fous avec les dessins de son gendre, des malades de Lozère avec des figures que j'ai reconnues mais sans vraiment les reconnaître. Il parle beaucoup de la découverte de l'art brut par Jean Dubuffet dans cet hôpital psychiatrique. Et donc... plein d'autres choses. Et je donne ces exemples pour montrer que une structure en autogestion n'est pas là seulement pour soigner la folie mentale, mais elle est là pour soigner la folie mentale. Il faut soigner l'institution, et l'institution ne peut être soignée que s'il y a de l'art, de la musique, que si tout le monde est à égalité dans les prises de décision, tu vois, en autogestion vraiment. Et c'est extraordinaire que ça ait été possible. Alors après, ça s'est reproduit à la salle Les Bordes, si je dis bien les choses, avec Lucien Bonafé, mais qui était déjà... Lucien Bonafé a été avec François Toscaïès dès le départ dans cette histoire de psychothérapie institutionnelle. Et franchement, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans les institutions d'enseignement catholique, dans les institutions comme Emmaüs, dans toutes les partis politiques. Enfin, franchement, toutes les institutions. Franchement, la psychothérapie institutionnelle, je trouve que c'est un joli combat. C'est un joli combat. Et c'est un joli combat qui est intéressant parce que justement, il donne sa place à chacun. Il favorise à la fois l'émancipation individuelle et l'émancipation collectivement partagée, avec des instances de coordination liées à l'art, à la littérature, à la musique, à la poésie de la vie. C'est mon rêve. Et c'est vrai que ça a l'air un peu difficile de créer une solidarité sur la cause du climat, parce qu'on a beaucoup de gens qui rejettent cette cause, des climato-sceptiques comme on les appelle, et notamment parce qu'ils estiment que c'est quelque chose de très culpabilisant, parce que justement on a ce discours majoritaire qui pose la responsabilité sur les individus, qui ne distingue pas l'anthropocène et le capitalocène. Comment on fait pour leur parler à ces gens ? Alors, je pense aux agriculteurs, parce que je me dis, les agriculteurs, c'est quand même génial quand on travaille sur le dérèglement climatique. C'est une profession où ils sont au cœur, puisqu'ils travaillent surtout, ils sont le vivant, c'est l'agriculteur et sa famille, c'est la terre, c'est les animaux. Donc, ils sont vraiment au cœur de ça. Et je dirais qu'ils font partie quand même des climato-sceptiques les plus convaincus. Parce que je pense qu'ils ne veulent pas revenir en arrière. C'était tellement dur avant. Moi, je vois, alors on était entourés à Mans, dans Lozère, il y avait des fermes de partout. Et je me rappelle de
de la difficulté des agriculteurs, de la difficulté physique, du temps de travail, de l'esclavagisation aussi. Ils ne pouvaient jamais partir en vacances, ils ne pouvaient pas payer des remplaçants, ils étaient esclaves, quoi. Et les pesticides, les tracteurs, tout ça a été vécu, mais comme un progrès qu'on ne peut même pas imaginer. C'était inimaginable, la joie. Et ça, je l'ai vécu dans ma chair, puisque j'étais dans un quartier où il y avait des vaches, au milieu de fermes. Après, Mende s'est urbanisé, mais à cette époque, c'était très rural. Et je pense que c'est très difficile. Et il y a un témoignage, c'est le seul témoignage qu'il y a dans ce livre, mais qui est très, très émouvant, d'une famille de viticulteurs qui raconte exactement ce que je suis en train de dire pour la viticulture et qui ont essayé de revenir en arrière avec de la viticulture bio pour fabriquer du vin bio, mais ils n'ont pas pu tenir parce que c'était face à la concurrence, c'était pas jouable. Et puis, finalement, cette famille est frappée par des lymphomes qui sont liés au glyphosate. Donc c'est pas si facile, mais tu vois, quand les agriculteurs, tout récemment, sont venus murer un institut de recherche agronomique en colère contre les chercheurs, les chercheurs sont sortis de leur laboratoire et ont fait des démarches vers ces agriculteurs pour leur dire: on vous comprend, hein, mais ce que l'agrobusiness, en fait, il est pour vous, il vous conduit très souvent au suicide, il vous conduit à un mal-être épouvantable parce que vous malmenez vous-même la terre, les animaux et votre propre santé, hein, avec des cancers multiples avec les pesticides. Et vous êtes en fait prisonnier du système capitaliste qui a industrialisé l'agriculture, l'élevage. Les animaux sont élevés maintenant dans des fermes-usines. Et donc, si vous voulez, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Nous, on vous apporte et on comprend très bien votre détresse. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, on peut communiquer, mais il faudrait quelque chose qui soit vraiment un grand pas en avant pour que les petits agriculteurs, les agriculteurs, puissent se convertir au bio avec des subventions par exemple, de la Commission européenne, la PAC, qui, au lieu de donner les subventions liées à la superficie des terres, si bien que je ne te dis pas, nous, quand on allait dans le 16e, combien de fois, en face de moi, c'était pas Carla qui était là, c'était un grand propriétaire classé agriculteur, mais qui avait des hectares et des hectares dans la Beauce ou dans la Brie, et puis qui ne mettait jamais tu vois, tout se faisait autrement. Donc, il faudrait que la bonne santé de l'agriculture, avec des bons produits qui, du coup, soigneraient la santé des familles les plus modestes qui deviennent obèses à cause des produits alimentaires industriels, bourrés de sucre et de sel. Voilà, ça serait une chaîne gagnante, un pari gagnant. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui entraîne au climato-scepticisme. Oui, parce que c'est vrai que, autant pour le cas des agriculteurs, on le comprend assez bien, tu l'as très bien expliqué, mais il y a aussi tout un tas de gens qui pensent que, de manière générale, le discours climatique, c'est pour les entubés, quoi. Il y avait un peu de ça chez les Gilets jaunes avec la taxe carbone, où ils se disent c'est encore un prétexte pour aller attaquer notre pouvoir d'achat et le peu qu'on a. Comment on fait pour les mettre de notre côté, ces gens-là ? Ah ben, il faut leur expliquer que de toute façon, ils feront flèche de tout bois. Là, maintenant, ils sont en train de réarmer, de rendre florissantes plus que jamais toutes les industries de l'armement en France et en Europe. Et ils vont nous faire payer. Et ils nous le font déjà payer, puisque depuis des mois, les livrets d'épargne l'argent n'est plus à 100% orienté vers le logement social. Toute une partie est déjà partie vers le réarmement. Donc c'est terrible parce qu'on nous rend complices de la montée en puissance d'une éventuelle prochaine guerre. Et c'est vrai qu'en ce moment, la crise environnementale est quelque peu éclipsée par la violence des conflits internationaux.
Est-ce que tu ne penses pas que les classes dominantes vont nous pousser à la guerre? Ben, ça, moi, je ne suis pas prophète. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la violence et la prédation étant à la base du système capitaliste, toutes les hypothèses comme celle que tu viens de faire sont parfaitement plausibles. Hein, mais c'est voilà, parce que c'est dans l'ADN du capitalisme. Et puis, ma chère Carla, on a quand même toute l'histoire derrière nous et l'histoire récente. Moi, je te signale, je suis née en 1946. Eh ben justement, en Lozère, quand j'étais petite, franchement, si grâce à Guy Mollet, on nous apportait un verre de lait à la cour de récréation, on se jetait dessus parce qu'on avait faim et le lait, on en manquait vraiment, alors qu'il y avait des vaches qui étaient à côté de chez nous. Mais donc la guerre, elle a continué. Ça a été la guerre d'Algérie, la guerre en l'ex-Yougoslavie, la guerre en Libye. Enfin, je ne parle que de ce qui a concerné d'un peu près, voire directement la France. Mais la guerre est omniprésente là aujourd'hui. Et elle est entièrement liée à l'accaparement des terres. Et là, on voit avec Donald Trump la mise en place de quelque chose qui est très inquiétant, honnêtement, très inquiétant. Quand on parle de l'accointance des milieux de pouvoir, on peut vite se faire taxer de complotisme. Pourtant, on l'a vu, la solidarité entre les riches, elle est assez claire. Comment elle s'organise, cette solidarité? Comment elle est rendue possible? Alors, oui, la théorie du complot, honnêtement, n'est pas pertinente par rapport, pas par rapport du tout à cette classe. Parce que, comme on l'a expliqué de livre en livre, on l'a dévoilé à quel point cette classe était consciente de ses intérêts, était mobilisée, puisqu'ils ne sont pas très nombreux et qu'ils ont tous les pouvoirs et toutes les richesses, donc dans des niches et des niches d'entre-soi qui s'encastrent comme des poupées russes, tu vois, ils sont toujours entre eux, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'autre dissemblable vient immédiatement rappeler l'arbitraire de leurs privilèges. Et leur mobilisation, c'est précisément pour masquer cet arbitraire de leurs privilèges. Parce qu'à partir du moment où tout le monde aura compris qu'il suffit de supprimer au droit de propriété d'exploiter les différentes formes du vivant, l'esclavage a été aboli, le colonialisme aussi plus ou moins, et ben voilà, c'est tout. Là, je pense qu'on est vraiment, c'est pas la fin du monde qui est à l'ordre du jour. Je pense que c'est la fin du capitalisme, enfin qui devrait être à l'ordre du jour. Mais on peut pas. Les gens me disent, mais t'es complètement. On peut pas changer le capitalisme, c'est le capitalisme. Alors donc, dans ces cas-là, je dis très sincèrement, oui, vous avez raison, mais on peut dire les choses d'une façon franche, et puis après dire, il faut construire une voie post-capitaliste qu'on va construire ensemble et qu'on appellera comme on voudra, mais enfin qui sera basée de toute façon sur le partage des communs, de tout ce qui est commun à l'humanité, sur l'humanité et l'altérité, le partage, et simplement la joie d'être sur Terre avec de la nature, de l'amitié, de l'amour. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on vit? Si on vit 100 ans, c'est déjà incroyable. Donc ça passe comme ça. Donc c'est vraiment fou de mettre à mal, de saccager, de ravager l'habitabilité de la planète. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview, je te remercie. Je vais te poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de monde et qui mériterait d'être connu de tous? Eh bien, c'est la guerre de classe. C'est au-delà de la lutte de classe, une guerre de classe que les plus riches mènent contre les populations les plus pauvres à l'échelle de la planète. Et je conclurai en disant ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans Zahut de Verre, oui, méfie-toi des héritières. Ta colère est légitime. Et ça, c'est une chanson, c'est le refrain d'une chanson que j'emprunte à Compagnie Jolinôme et qui fait la conclusion de ce livre et la conclusion de cet entretien.